Aujourd'hui, on explore le monde fascinant mais parfois un peu inquiétant des protozoaires intestinaux qu'on appelle opportunistes. Hmm, Ce sont des micro-organismes qui, la plupart du temps, restent discrets, mais attention, si nos défenses immunitaires flanchent, là, ça peut devenir sérieux. tout à fait. On va s'appuyer sur un extrait de document médical pour essayer de comprendre ensemble ce qu'ils sont, pourquoi ce mot opportuniste, et puis on va zoomer sur l'un d'eux, Cryptosporidium. Notre objectif, c'est d'en tirer l'essentiel de façon claire et rapide. Oui, c'est une bonne approche. Alors, pour définir simplement, ces protozoaires sont des parasites, donc des organismes qui vivent aux dépens d'un autre. Ils sont unicellulaires, une seule cellule. D'accord. Et leur particularité, c'est qu'ils se développent à l'intérieur de nos cellules, spécifiquement celle de la paroi de l'intestin. Ah oui, Et ce terme opportuniste, il est vraiment clé. Ça veut dire qu'il ne cause une vraie maladie, une pathologie, que lorsque le système immunitaire de l'hôte est affaibli. c'est ça. On pense par exemple aux personnes vivant avec le VIH Mhm. ou celles qui prennent des traitements immunosuppresseurs, après une greffe notamment, ou même certains déficits immunitaires de naissance. Donc, ce qui est vraiment marquant, c'est ce contraste, cette différence énorme d'impact. Exactement. Si on est en bonne santé, bon, on peut avoir une petite infection, ça passe tout seul. Voilà, c'est souvent bénin et ça guérit spontanément. Mais pour quelqu'un d'immunodéprimé, là, ça peut devenir chronique, grave. Absolument. La réponse immunitaire de l'hôte est déterminante. Le document qu'on a consulté mentionne deux grands groupes, les apicomplexats intestinaux et puis le groupe de blastocystis. On va se concentrer aujourd'hui sur les apicomplexats parce que c'est là qu'on trouve notre fameux cryptosporidium. D'accord. Et ces apicomplexats, ils ont un truc spécial pour infecter nos cellules, c'est ça? Le complexe apical. C'est ça. C'est une structure assez incroyable à l'extrémité du parasite. Une sorte de kit d'outils moléculaires pour forcer l'entrée? C'est une bonne image, oui. Il y a des éléments comme le conoïde, on peut imaginer ça comme une micro-perceuse si vous voulez, Mhm. et aussi des sortes de réservoirs, les rhopteries et les micronèmes, qui libèrent des enzymes pour aider le parasite à pénétrer dans la cellule hôte et à s'y installer. C'est très sophistiqué comme mécanisme. Fascinant et un peu effrayant à la fois. Bon, venons-en alors à Cryptosporidium. Le texte dit que C. parvum et C. hominis, ce sont les deux espèces principales chez l'humain, plus de 90% des cas. Oui, ce sont les plus courants. Comment on le reconnaît, ce parasite? Et surtout, la question cruciale, comment il se transmet? Alors, la forme qui est vraiment importante pour la transmission et la survie dans l'environnement, c'est l'oocyste. L'oocyste sporulé, pour être précis. Oocyste sporulé, d'accord. C'est la forme de dissémination qu'on retrouve dans les selles. Il est vraiment tout petit. On parle de 4 à 6 micromètres. C'est minuscule. Oui, Plutôt rond ou ovale. Et à l'intérieur, il y a 4 sporozoïdes. Ce sont eux qui vont infecter les cellules. Et un point essentiel, cet oocyste est extrêmement résistant. résistant comment? Aux conditions extérieures? Exactement. Au froid, à certains désinfectants comme le chlore utilisé dans l'eau de piscine, aux doses habituelles. C'est ça qui le rend difficile à éliminer. D'accord, donc petit, résistant. Et comment il arrive jusqu'à nous? Comment on l'attrape? Principalement par ingestion. On avale ces oocystes. C'est ce qu'on appelle la transmission orofécale. Le péril fécal. C'est ça. Le risque lié à une contamination, même infime, par des matières fécales. Et là, il y a un détail fondamental. Ces oocystes, dès qu'ils sont émis dans les selles, ils sont directement infectants. Ah oui, ils n'ont pas besoin de temps pour mûrir dehors. Non, pas du tout. Ils sont prêts à infecter immédiatement. C'est un avantage énorme pour le parasite. Prêts à l'emploi en quelque sorte. Du coup, quelles sont les situations concrètes où on risque de les ingérer? Eh bien, les voies sont assez variées. Il y a la transmission directe d'homme à homme, ce qu'on appelle anthroponautique. C'est un risque dans les lieux de vie collective, comme les crèches, les institutions de soins. Logique. Il y a aussi la transmission de l'animal à l'homme, la transmission zoonotique. Ça concerne par exemple les éleveurs, les vétérinaires, au contact d'animaux infectés, souvent les jeunes ruminants d'ailleurs. D'accord. Et puis on peut même s'auto-infecter si on ne se lave pas bien les mains après être allé aux toilettes par exemple. C'est l'auto-infestation orofécale. Et l'environnement dans tout ça? L'eau, les aliments, Ah, l'environnement, c'est souvent la source majeure, surtout l'eau. l'eau. Oui, l'eau contaminée est un vecteur clé. L'eau de boisson, bien sûr, si le traitement n'est pas suffisant pour éliminer ces eaux qui cystent résistants. Mais aussi les eaux de loisirs, piscines, lacs, rivières. Ah oui, les piscines, vous disiez qu'ils résistent au chlore. Aux doses d'usuin, oui. Il y a eu de grosses épidémies liées à des piscines contaminées.
Et enfin, les aliments. Des fruits, des légumes qui auraient été irrigués avec de l'eau souillée ou mal lavée, ou manipulés par une personne infectée. Donc, si je récapitule pour la transmission, on avale un oocyste sporulé, il est minuscule mais super résistant et déjà prêt à infecter dès qu'il sort. C'est ça. Et on peut l'attraper via l'eau, c'est la source principale souvent, Oui, très important. mais aussi directement d'une personne, d'un animal, ou même via des aliments crus. Le spectre est assez large finalement. Tout à fait. Pour synthétiser, Cryptosporidium, c'est vraiment l'exemple type du protozoaire opportuniste. Sa dangerosité dépend crucialement de l'état immunitaire de la personne. Et sa dissémination est assurée par cet oocyste hyper résistant et immédiatement infectieux. Et oui, l'eau reste la voie de transmission majeure à surveiller de près. Hmm. Et justement, cette résistance de l'oocyste, son infectiosité immédiate et le fait qu'il passe si facilement par l'eau, ça soulève une question importante, je trouve. Oui. Ouais. Ben, comment on fait concrètement? Quelle stratégie on doit développer pour surveiller et surtout traiter efficacement nos ressources en eau, que ce soit l'eau qu'on boit ou celle où on se baigne, face à un ennemi si petit, si résistant, si bien adapté? C'est une vraie réflexion à avoir, non? C'est une excellente question et un défi constant pour la santé publique. Absolument. Bienvenue à cette discussion. Aujourd'hui, on plonge dans le monde microscopique d'un parasite. Cryptosporidium. On a des extraits qui décrivent son cycle de vie, sa répartition aussi. Notre mission, décoder un peu comment cet organisme fonctionne et où on le trouve. Accrochez-vous parce que son cycle est assez fascinant. On commence par le début, l'ingestion des zoocystes. Alors, voyons ça de plus près. Le point de départ, donc, c'est quand on avale ces fameux zoocystes infectieux. Une fois dans l'intestin, les sucs digestifs, en gros, les ouvrent. C'est ça. Et il libère 4 sporozoïdes. 4 sporozoïdes. Oui, 4 petites formes mobiles. Et là, l'invasion commence. Exactement. Et ce qui est fascinant ici, c'est la précision. Chaque sporozoïde, il utilise son complexe apical. C'est un peu son outil pour s'accrocher et envahir une cellule intestinale, un entérocyte. D'accord. Et il s'installe pas n'importe comment. Il crée une vacuole parasitophore, une sorte de petite poche, bien localisée au pôle apical de la cellule, juste sous la membrane. Une niche protectrice, en quelque sorte. C'est ça. Et là-dedans, il se transforme en trophozoïte, prêt pour la suite. C'est là que ça devient vraiment intéressant, alors. La multiplication asexuée, la phase schizogonique, c'est ça? Tout à fait. Le trophozoïte grossit et devient un méronte. Ce méronte, il contient 8 mérozoïtes de type I. 8 d'un coup. Oui, une première explosion. Ces 8 mérozoïtes sortent, ils infectent d'autres cellules, et là, ils créent des mérontes de type 2. Ah, un deuxième type. Oui, et ceux-là contiennent 4 mérozoïtes chacun. C'est une vraie cascade, comme vous disiez. Une cascade. Mais pourquoi 2 types? Type I, type 2? C'est quoi la stratégie derrière? Cette phase schizogonique, elle assure une multiplication très très rapide du parasite dans l'hôte. Le type I, c'est vraiment pour l'amplification massive. Ok, faire du nombre. Voilà. Et les mérozoïtes de type 2, eux, ils ont un autre rôle. Ils vont initier la phase suivante, la phase sexuée. Ah d'accord, donc on passe de la multiplication à la reproduction. Exactement. Vient ensuite la phase gamétogonique. Ces mérozoïtes de type 2, en infectant de nouvelles cellules, se différencient. Ils deviennent soit des formes mâles, les microgamantes, soit des formes femelles, les macrogamantes. Mâle et femelle. Et donc, fécondation, j'imagine. Oui, la fécondation entre un microgamète et un macrogamète mène à la formation d'un zygote. Ce zygote évolue très vite sur place pour donner un nouvel oocyste. Un nouvel oocyste, prêt à repartir. Et c'est là le point crucial. Ces oocystes sont directement infectants. Dès leur formation, à l'intérieur de l'hôte, ils sont prêts. Ils sont ensuite éliminés avec les selles. Ah oui, ça c'est redoutable. Pas besoin d'attendre une maturation dehors. Non, pas de temps mort. Ça boucle le cycle très efficacement et ça assure la contamination de l'environnement quasi instantanément après l'expulsion. Et cette efficacité, ça explique sans doute pourquoi on le trouve partout, non? Le texte dit qu'il est cosmopolite. En effet, cosmopolite, ça veut dire qu'il est présent vraiment partout dans le monde. On le trouve dans différentes régions du globe, comme le dit l'extrait. Partout où il y a des hôtes potentiels, humains ou animaux. C'est ça. Il peut causer des cas isolés, on dit sporadiques, ou alors carrément des épidémies parfois importantes, souvent liées à l'eau d'ailleurs. Tout l'ubiquité est donc un fait marquant, présent partout. Tout à fait.
C'est une caractéristique majeure de ce parasite. Alors, si on essaye de résumer tout ça, qu'est-ce que ça signifie, Zeleuciosis? On a vu un cycle de vie en 2 temps, asexué d'abord, pour la multiplication rapide, Oui, la phase schizogonique, puis sexué, pour la dissémination via les zoocystes. la phase gamétogonique qui produit ces oocystes très particuliers. Et ces zoocystes, ils sont prêts à infecter dès leur sortie. Et en plus, ce parasite est présent mondialement. C'est exactement ça. Les points clés, c'est vraiment l'ingestion au départ, l'invasion très ciblée des cellules, cette multiplication interne via les 2 phases, schizogonique et gamétogonique, et enfin la dissémination avec ces selles contenant des oocystes directement infectants. C'est ce qui explique sa répartition cosmopolite. C'est un modèle d'adaptation, on peut dire. Oui, un succès évolutif certain dans le monde parasitaire. Et s'use pour réfléchir un peu plus loin. Sachant que ces zoocystes sont infectieux immédiatement après leur expulsion dans l'environnement, souvent via les eaux usées, et que le parasite est si répandu, quelles questions ça soulève sur la vulnérabilité peut-être des milieux qui reçoivent ces rejets? Je pense notamment à nos systèmes de traitement de l'eau. La cryptosporidiose. On a un document médical comme base. Et l'idée, c'est vraiment d'extraire l'essentiel. Symptômes, diagnostic, traitement de cette infection parasitaire. Alors, première chose qui frappe dans ce texte, et c'est important, la présentation clinique, la prise en charge. Ça change énormément selon le statut immunitaire du patient. Ça va être au cœur de notre discussion. Et puis, il y a le traitement, qui a l'air étonnamment complexe. On va décortiquer tout ça. Commençons par les symptômes, si vous voulez bien. Le document met en lumière une différence assez saisissante. Oui, tout à fait. Pour une personne immunocompétente, donc avec de bonnes défenses immunitaires, la source dit que c'est souvent, sans symptômes. Exactement. Ou alors, si symptômes il y a, C'est généralement une diarrhée, aqueuse, pas de sang, parfois une petite fièvre, 38,5 degrés, peut-être des douleurs au ventre, nausées. Mais le point clé, c'est que ça se résout tout seul, spontanément. ah oui, en combien de temps à peu près? En général, une dizaine, quinzaine de jours. C'est désagréable, mais ça passe. D'accord. À mauvais moment, quoi. Mais alors, pour une personne immunodéprimée, là, le tableau change complètement l'après ce que je lis. Ah oui, là, c'est une autre histoire. Le document décrit une diarrhée qui peut être très sévère, profuse, aqueuse, continue. Ça entraîne un risque majeur de déshydratation, de malabsorption. Vraiment, c'est sérieux. Et ça ne s'arrête pas à l'intestin, c'est ça? Non, justement, il y a un risque d'atteinte d'autres organes. Le document cite les voies biliaires, même les poumons. Et il faut le dire, sans traitement, ou plutôt sans restauration immunitaire efficace, l'issue peut être fatale. D'accord, c'est très clair. C'est vraiment la caractéristique d'un pathogène dit opportuniste. Opportuniste, oui. Il profite d'une faiblesse du système immunitaire pour faire des dégâts. Donc même parasite, mais 2 réactions du corps radicalement différentes. Logique. Alors, face à ça, comment on fait pour être sûr? Le diagnostic, ça devient crucial, j'imagine? Absolument. Il faut pouvoir identifier le coupable. Le document explique qu'on va chercher directement le parasite, Directement, c'est-à-dire? principalement dans les selles. Mais ça peut être aussi, selon les cas, dans du liquide prélevé dans l'intestin, la bile ou même un lavage broncho-alvéolaire si on suspecte une atteinte pulmonaire. D'accord. Et comment on le voit, ce parasite? Alors, il y a plusieurs méthodes de diagnostic direct. La référence historique, mentionnée dans le texte, c'est une coloration spéciale, Zil-Nielsen modifiée ou ZNM. Ça permet de voir au microscope les zoocystes, qui sont les formes résistantes du parasite. Ils apparaissent ronds, 5 à 8 micromètres, et d'une couleur assez typique, rose fuchsia, sur un fond vert. Ah oui, c'est précis. Oui, il y a aussi l'immunofluorescence directe, l'IFD. Là, les zoocystes sont marqués et apparaissent brillants, vert pomme fluorescent. C'est très visuel aussi. D'accord. Et des méthodes plus récentes? Oui, bien sûr, on peut détecter des antigènes, des composants du parasite, dans les selles, avec des tests type ELISA. Et puis, il y a la biologie moléculaire, la PCR. La fameuse PCR. Voilà, elle est très sensible pour détecter l'ADN du parasite. Très utile. Par contre, il y a un point sur lequel le document insiste vraiment. Ah oui, très important. C'est que la sérologie, donc chercher les anticorps dans le sang, Ça ne sert à rien. Le texte est catégorique là-dessus. Aucune valeur pour le diagnostic d'une infection active. Il faut trouver le parasite ou ses composants. d'accord. Message reçu. On cible le parasite lui-même. Bon.
Diagnostic posé. On passe au traitement. Et là, j'avoue que j'ai été surpris par une phrase du document. C'est écrit noir sur blanc. Aucun médicament n'est curatif et aucun traitement n'est totalement efficace. Ça semble radical, non? C'est malheureusement la réalité et le défi majeur avec ce parasite tel que décrit ici. Les médicaments qu'on a, comme le nitazoxanide ou la paromomycine qui sont cités, ils ont une activité, oui, mais elle est partielle. Partiel, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils peuvent aider, ils peuvent réduire la durée des symptômes, diminuer un peu la charge parasitaire, mais ils n'arrivent pas à éradiquer complètement le parasite, surtout chez les personnes immunodéprimées. Donc on ne guérit pas vraiment avec ces médicaments. Disons qu'on contrôle, on améliore les symptômes, mais l'élimination complète est difficile à obtenir, particulièrement si le système immunitaire ne peut pas prendre le relais. Et j'imagine que l'approche n'est pas la même pour tout le monde. Non, effectivement. Le document mentionne des posologies différentes. Chez l'adulte immunodéprimé, on va souvent vers des doses plus élevées, des traitements plus longs. Par exemple, 1 à 2 grammes par jour de nitazoxanide. Et chez l'immunocompétent, si on traite? Si on décide de traiter, car souvent ça guérit seul, ce sera plus court. Le texte donne l'exemple de 200 mg à 1 gramme par jour de nitazoxanide, mais seulement pendant 3 jours, juste pour accélérer un peu les choses. D'accord. Et il y a 2 autres points qui semblent cruciaux, d'après la source. Oui, absolument essentiel. Le premier, c'est le risque de rechute. Ah oui. Chez les patients immunodéprimés, c'est fréquent. Dès qu'on arrête le traitement médicamenteux, si l'immunité n'est pas restaurée, le parasite peut revenir. C'est un cercle vicieux, en quelque sorte. Un peu, oui. Et le deuxième point, c'est la réhydratation. C'est vital. Logique. Avec la diarrhée sévère. Exactement. Compenser les pertes d'eau, de sels minéraux. C'est la base de la prise en charge. C'est aussi important, voire plus parfois, que le médicament antiparasitaire lui-même. Il faut toujours associer les deux. Bien noté. Donc, si on résume rapidement, on a la cryptosporidiose, une infection à 2 visages, plutôt bénigne si on est immunocompétent, potentiellement grave si on est immunodéprimé. C'est ça. Pour le diagnostic, on a des outils, surtout la recherche directe du parasite, la coloration ZNM étant une référence. Oui. Mais côté traitement, on est face à un mur. Pas de vraie cure, juste des aides pour limiter les dégâts, et la réhydratation est capitale. C'est une excellente synthèse de ce que dit le document. Du coup, Et ça soulève une question, je trouve, qui découle directement de ces informations. ah oui, Laquelle, si on n'a pas de traitement vraiment curatif, et que cette maladie peut être si dangereuse pour les plus fragiles, ça a donc quelle importance finalement à la prévention? la prévention de la transmission, vous voulez dire? Exactement. Empêcher que le parasite circule, dans l'eau de boisson, dans la nourriture, dans l'environnement. Comment on fait pour protéger au mieux ceux qui n'ont pas les défenses suffisantes, vu qu'on ne peut pas compter sur un médicament miracle? C'est une excellente question, qui ouvre une autre dimension du problème. Voilà. Face aux limites du traitement, la prévention devient peut-être encore plus cruciale. C'est une piste de réflexion, je crois. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un micro-organisme particulier, Cyclospora cayetanensis. On va explorer ça en s'appuyant sur un document scientifique. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux qui il est, comment il fonctionne, comment on l'attrape, et puis où on le trouve surtout. Alors pour commencer, sa carte d'identité si on veut. C'est un protozoaire, donc un organisme unicellulaire, et il est classé dans le phylum des Apicomplexa. Son nom complet, Cyclospora cayetanensis. Oui, et Apicomplexa, c'est pas n'importe quoi. C'est une grande famille de parasites. On y trouve par exemple l'agent du paludisme. Ça nous dit déjà que ce sont des spécialistes pour envahir les cellules. Ah oui, d'accord, une famille de spécialistes. Et il ressemble à quoi ce Cyclospora? Le document parle de son oocyste, son œuf en quelque sorte, qui existe sous 2 formes. D'abord, il y a l'oocyste non sporulé. C'est décrit comme une petite sphère de 8 à 10 micromètres, toute petite donc, et qui ressemble un peu à une bille brillante. Dedans, il y aurait 6 à 8 globules réfringents, des petites réserves, j'imagine. C'est ça, probablement des réserves. Puis il y a l'autre forme, l'oocyste sporulé. Même taille, même forme sphérique, mais là, à l'intérieur, c'est plus structuré. Il contient 2 sporocystes, et dans chaque sporocyste, on trouve 2 sporozoïdes. D'accord, non sporulé et sporulé. Et cette différence, elle est vraiment fondamentale. C'est l'oocyste sporulé, celui qui contient les sporozoïdes prêts à l'action, qui est la forme infestante. C'est lui qui, si on l'avale, peut nous rendre malades. Ah.
Donc l'autre forme, la non sporulée, Celle qui est excrétée dans les selles, elle est inoffensive à ce stade. Il lui manque une étape, un peu comme une graine qui doit encore germer, si vous voulez. il doit germer. C'est intéressant ça. Et comment on l'attrape alors, ce parasite? La source dit que c'est par ingestion, par la bouche quoi, d'eau ou d'aliments qui sont contaminés par ces zoocystes. Mais les sporulés, donc ceux qui ont germé, Exactement. et le point clé apparemment, c'est que cette maturation, cette sporulation, elle ne se fait pas n'importe où. Elle doit avoir lieu à l'extérieur du corps humain. Il faut que l'oocyste passe plusieurs jours dans un environnement chaud, entre 20 et 40 degrés Celsius, et humide. Tout à fait. Et ça, c'est un détail, mais qui a des conséquences énormes. Ça veut dire par exemple que l'auto-infestation directe est impossible. On ne peut pas se réinfecter soi-même directement avec les zoocystes qu'on élimine. Ah oui, parce qu'ils ne sont pas encore mûrs. Précisément, ils doivent obligatoirement passer par cette phase de maturation dans le milieu extérieur. Du coup, le risque principal, c'est la contamination de l'environnement. L'eau de boisson, les fruits, les légumes. Je vois. Donc, si je résume la transmission, il faut avaler la forme sporulée, la forme mûre. On la trouve dans l'eau ou sur des aliments souillés. Et cette forme n'est devenue dangereuse qu'après un séjour dehors, au chaud et à l'humidité. C'est un cheminement assez particulier, non? Oui, c'est assez spécifique. Le document mentionne que le cycle ressemble un peu à celui d'un autre parasite, Cryptosporidium. Ah oui. Oui, dans les grandes lignes, c'est similaire. Mais il y a cette différence majeure, la sporulation. Chez Cryptosporidium, les zoocystes peuvent devenir infectants à l'intérieur de l'hôte. Ils sont donc directement prêts à infecter dès leur sortie. Ce qui peut faciliter l'auto-infection, j'imagine. Exactement. Et ça complique le contrôle. Pour Cyclospora, cette dépendance du milieu extérieur, ça rend les mesures d'hygiène de l'environnement vraiment capitales. Le traitement de l'eau, le lavage soigneux des végétaux crus, c'est ça qui est clé pour la prévention. Logique. Et j'imagine que cette nécessité de chaleur et d'humidité explique où on le trouve principalement. Le texte indique que Cyclospora cayetanensis sévit surtout dans les régions tropicales et subtropicales, Amérique, Asie, Afrique. C'est tout à fait ça. Ces climats offrent les conditions idéales pour que les zoocystes survivent et maturent dans l'environnement. D'ailleurs, c'est souvent un indice pour le diagnostic. Quand on trouve une infection en dehors de ces zones, on demande systématiquement s'il y a eu un voyage récent en zone d'endémie. La géographie est vraiment liée à sa biologie. Bien compris. Donc, pour faire une synthèse rapide, Cyclospora cayetanensis, c'est un protozoaire de la famille des Apicomplexa. Il se transmet par des zoocystes qui doivent mûrir à l'extérieur, au chaud et à l'humidité, pour devenir infectieux. On l'attrape en consommant de l'eau ou des aliments contaminés par ces zoocystes mûrs, et ça se passe surtout dans les zones tropicales et subtropicales. Voilà. Et ça ouvre une question intéressante pour finir, une piste de réflexion. Sachant que sa transmission dépend si fortement de conditions de température et d'humidité bien précises dans l'environnement, qu'est-ce que les changements climatiques actuels, qui modifient justement ces paramètres un peu partout sur la planète, pourraient bien changer? Est-ce qu'on pourrait voir sa répartition géographique s'étendre, ou peut-être une modification de la saisonnalité des infections à Cyclospora dans le futur? C'est une question qui mérite d'être posée, je crois. Bonjour, aujourd'hui on va regarder d'un peu plus près la cyclosporose en se basant sur des extraits d'un document médical. Bonjour. Oui, l'idée c'est de voir ce que ces textes nous disent sur la clinique, comment on diagnostique, et puis comment on traite cette infection. Et un truc qui frappe tout de suite, c'est la différence énorme de symptômes qu'on décrit Ah oui, entre une personne qui a un système immunitaire normal et une autre qui est immunodéprimée. On parle de diarrhée chronique très forte d'un côté oui, et de l'autre juste une tourista qui passe toute seule. C'est quand même assez marquant comme différence. tout à fait. C'est vraiment le point clé au niveau clinique. Chez les personnes immunodéprimées, le document parle d'une diarrhée aqueuse, souvent très intense, et qui dure, qui devient chronique. C'est vraiment le tableau le plus sérieux, quoi. Et ça contraste vraiment fort avec les personnes immunocompétentes alors. Ah oui, complètement. Chez elles, Cyclospora, ça ressemble plus à une diarrhée du voyageur, la fameuse tourista, comme vous disiez. D'ailleurs, les sources précisent bien que ça guérit spontanément. Ah d'accord, sans traitement. Oui, en général, entre 2 et 6 semaines, ça passe. Donc la gravité, l'évolution, tout ça est très différent. Ça montre bien l'importance du système immunitaire. C'est fou comme le corps réagit différemment. Bon, alors comment on fait pour savoir si c'est bien ce parasite, Cyclospora cayetanensis? Qu'est-ce qu'on trouve dans les selles? Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs techniques possibles décrites dans les extraits.
D'abord, l'examen simple au microscope des selles fraîches. On cherche les oocystes. Les oocystes. Oui, c'est la forme, disons, résistante du parasite. À ce stade, ils ne sont pas encore sporulés, pas encore prêts à infecter directement. Et puis, il y a des colorations pour mieux les voir. Comme la coloration de Ziehl-Nielsen modifiée, c'est mentionné. Exactement, c'est une technique assez classique en microbiologie. Ça colore les oocystes de Cyclospora en rouge, un rouge assez vif, sur un fond vert. Du coup, on les repère bien. D'accord. Et il y a une autre coloration citée, c'est le phénosafranine. Là, ça leur donne une couleur plutôt jaune-orangé. Et il y a même une histoire de lumière UV, non? Oui. C'est une particularité de ces oocystes. Ils sont autofluorescents. Ah oui. Bah oui, si on les éclaire avec de la lumière UV sous un microscope spécial, ils émettent une lumière bleue, c'est assez caractéristique. Donc une autre façon de les détecter. Pratique. Et enfin, les textes parlent aussi de biologie moléculaire. La PCR, par exemple, pour chercher l'ADN du parasite. C'est très spécifique, ça. Donc on a toute une panoplie en fait. Du visuel, avec ou sans coloration, la fluorescence et le test génétique. Ça doit dépendre des labos, des situations. Probablement oui. Des ressources disponibles et peut-être du besoin de certitude diagnostique. Bon, une fois qu'on est sûr que c'est ça, on traite comment? C'est quoi le traitement de première intention d'après les sources? Alors, le traitement recommandé, en premier choix, c'est une association d'antibiotiques. Trimétoprime et sulfamétoxazole. Le Bactrim, par exemple. Ah, c'est ça, le Bactrim. Et j'imagine que là aussi, on adapte en fonction du patient, comme pour les symptômes. Tout à fait. La posologie n'est pas la même pour tout le monde. Pour un adulte immunocompétent, on donne 160 mg de trimétoprime et 800 mg de sulfamétoxazole. Ok, 2 fois par jour, et ça pendant 7 jours. Chez les enfants, c'est ajusté au poids, bien sûr, 5 mg kg de TMP et 25 mg kg de SMX. 2 fois par jour aussi, 7 jours également. Mais, alors, pour les personnes immunodéprimées, celles qui font les formes graves et chroniques, et bien là, c'est la durée qui change. Les doses par jour sont les mêmes, mais on traite plus longtemps. 10 jours au lieu de 7. Ah d'accord, 3 jours de plus. Oui, c'est logique. Comme leur système immunitaire aide moins, il faut un coup de pouce médicamenteux un peu plus long pour se débarrasser de l'infection. C'est vraiment un point important de cette prise en charge différente. Et si, mettons, quelqu'un est allergique au Bactrim, Ou ne le supporte pas. il y a une autre option? Oui, les extraits mentionnent une alternative. La ciprofloxacine. D'accord. Là, la dose indiquée, c'est 500 mg, 2 fois par jour, pendant 7 jours. Ok. Donc, pour résumer un peu tout ça, la cyclosporose, c'est une maladie qui change pas mal de visage selon l'immunité. Pour la diagnostiquer, on a plein d'outils d'analyse des selles, du microscope au test moléculaire, et le traitement principal, c'est le trimétoprime sulfamétoxazole avec une durée adaptée et la ciprofloxacine en plan B. C'est une bonne synthèse. Et ça amène peut-être une dernière réflexion. Oui. Vu qu'on a un traitement assez spécifique, comme le TMP-SMX, et qu'on doit ajuster sa durée selon l'immunité, à quel point c'est crucial, finalement, de pouvoir distinguer Cyclospora d'autres causes de diarrhée avec toutes ces méthodes diagnostiques. Surtout si on pense à des endroits où l'accès à certains tests est peut-être plus compliqué. Bonne question. Ça interroge sur le lien entre la précision du diagnostic et l'adaptation du traitement dans la vraie vie, quoi. Voilà, exactement. C'est tout l'enjeu entre les outils qu'on a et comment on les utilise au mieux pour le patient. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un acteur microscopique assez particulier, Cystoisospora belli. Oui, qu'on appelait aussi Isospora belli avant. C'est un protozoaire qui vit dans l'intestin. Exactement. On va essayer de décortiquer un peu ses caractéristiques principales. On s'appuie pour ça sur un texte qui parle des protozoaires dits opportunistes. D'accord. L'idée, c'est vraiment de comprendre l'essentiel sur ce micro-organisme. Et pour commencer, il y a un truc assez frappant, non? Ah oui, lequel? Apparemment, l'être humain serait son seul hôte. Le seul connu, en tout cas. Ah oui, tout à fait. Et ça, c'est vraiment un point clé pour comprendre comment il circule. Pour le situer un peu, il appartient au phylum des Apicomplexa. Mhm. Donc, des parasites intracellulaires avec des cycles de vie souvent complexes. Et plus précisément, classe des sporozoaires, sous-classe des coccidies. D'accord. Et il est bien dans le genre Cystoisospora. Donc oui, ça nous indique déjà qu'il est assez spécialisé. Un parasite plutôt fidèle, alors, si on peut dire, vu qu'il ne fréquente que nous. Et
physiquement, ça ressemble à quoi? Le texte décrit sa forme de départ, l'oocyste non sporulé. Oui, la forme immature. C'est ça. Il est décrit comme ovale ou elliptique, un peu comme un minuscule ballon de rugby, quoi. C'est une bonne image, oui. Dimension 25-30 micromètres sur 12-16, donc vraiment, vraiment petit. Minuscule. Avec une paroi lisse, assez épaisse, et à l'intérieur, une seule masse ronde au centre, le sporoblaste, c'est ça? Précisément, ça c'est la forme qu'on peut trouver par exemple dans des selles fraîches. Mais attention, à ce stade, il n'est pas encore capable d'infecter. Ah d'accord. Ce qui est intéressant, c'est sa transformation, sa maturation, qui doit se faire à l'extérieur, dans l'environnement. Il doit mûrir dehors, donc. Exactement. On dit qu'il sporule. Ce sporoblaste unique va se diviser. Il va donner naissance à deux compartiments internes, les sporozoïdes. 2 sporozoïdes. Voilà. Et ce n'est pas fini. Dans chacun de ces 2 sporozoïdes, 4 sporozoïdes vont se former. 4 dans chaque. Oui. Donc au total, ça nous fait 8 sporozoïdes bien rangés dans les 2 sporozoïdes, à l'intérieur de l'oocyste qui, lui, garde sa forme ovale. 8 petits germes infectieux prêts à partir. C'est exactement ça. Et c'est cette forme-là, l'oocyste sporulé, avec ses 8 sporozoïdes, qui est la forme infestante. C'est elle qui est dangereuse si on l'avale. Logique. Alors, comment on l'attrape, concrètement? J'imagine qu'il faut avaler ces fameux oocystes mûrs, ceux qui contiennent les 8 sporozoïdes. C'est ça. La transmission est strictement par voie orale. Il faut ingérer ces oocystes sporulés. Et on les trouve où? Dans l'environnement, le plus souvent, c'est via de l'eau ou des aliments qui ont été contaminés par des matières fécales humaines contenant ces oocystes déjà matures. D'accord, contamination fécale-orale classique, en somme. Oui, mais avec une nuance importante soulignée dans le document, il n'y a pas d'auto-infestation. C'est-à-dire? Contrairement à d'autres parasites, comme Cryptosporidium par exemple, où le cycle peut se boucler à l'intérieur de l'hôte et l'infecter à nouveau, ici, ce n'est pas possible. Le cycle doit obligatoirement passer par l'extérieur. L'oocyste doit sortir, maturer et être réingéré pour provoquer une nouvelle infection ou une recontamination. Je vois. Ça change pas mal de choses pour le contrôle, j'imagine. Tout à fait. D'ailleurs, nos sources comparent ce mode de transmission à celui d'un autre protozoaire, Cyclospora cayatanensis. C'est très similaire sur ce point. Justement, le document mentionne aussi que le cycle de vie global et même la répartition géographique de Cystoispora rappellent beaucoup ceux de Cyclospora. Oui, c'est vrai. On retrouve souvent cette notion de voyage en zone d'endémie chez les personnes affectées par l'un ou l'autre. Mais alors, s'ils se ressemblent tant, comment on fait la différence ? Mais c'est là qu'intervient un détail morphologique crucial bien mis en avant dans le texte. Même si le mode de vie, la transmission sont parallèles, Oui. le nombre de sporozoïdes dans l'oocyste mûr n'est pas le même. C'est un critère de distinction essentiel. Ah, d'accord. Rappelez-vous, pour Cystoisospora belli, on a dit 8 sporozoïdes au total. Oui, 2 sporocystes contenant chacun 4 sporozoïdes. Voilà. Eh bien, pour Cyclospora, l'oocyste mûr contient aussi 2 sporocystes, mais chacun n'abrite que 2 sporozoïdes. Donc 4 au total pour Cyclospora contre 8 pour Cystoisospora. Exactement. C'est cette différence qu'on voit au microscope qui permet de les identifier formellement au laboratoire. Très clair. Le diable est dans les détails, comme on dit. Donc, si on devait synthétiser les points vraiment clés sur Cystoisospora belli. Fondamental pour la source de l'infection. D'accord. Secondo, l'oocyste doit mûrir dehors dans l'environnement pour devenir infestant. Il passe d'une structure simple à cette forme complexe avec 8 sporozoïdes. La maturation externe. C'est ça. Tertio, transmission uniquement par ingestion de ces formes mûres, eau, aliments contaminés et surtout pas d'auto-infestation possible. Important, oui. Et enfin, quatrièmement, il partage des similarités avec Cyclospora, mais on le distingue grâce à ce nombre de sporozoïdes, 8 pour lui. Parfaitement résumé. Et tout ça, ça nous amène naturellement à une petite question pour nos auditeurs, non? Une réflexion pour conclure? Je vous écoute. Eh bien, étant donné que l'humain est le seul réservoir connu et que la transmission dépend complètement de la contamination de l'environnement par ces oocystes qui doivent en plus maturer à l'extérieur, ça suggère quoi comme stratégie de prévention les plus logiques, les plus évidentes? Bonne question. Voilà, de quoi réfléchir un peu sur les implications pratiques de tout ce qu'on vient de voir.
Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une infection parasitaire, l'isosporose. On va regarder un peu les infos qu'on a sur la clinique, le diagnostic et le traitement. Mhm. L'objectif, c'est d'extraire l'essentiel, quoi. Comment ça se manifeste, comment on repère et comment on traite. D'accord. Et ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est à quel point les symptômes peuvent être différents, carrément différents. Oui, c'est ça qui est frappant d'emblée. Comment une même infection peut donner des tableaux cliniques aussi opposés, en fait? C'est ça qu'on va essayer de décortiquer. Justement, les sources, elles montrent bien cette grosse différence. D'un côté, tu as la personne immunodéprimée. Oui. Et là, l'infection, ça peut être une diarrhée sévère, chronique, avec des rechutes tout le temps, vraiment compliquée. Mhm. Ça plombe la qualité de vie, clairement. Et de l'autre côté, quelqu'un qui a de bonnes défenses immunitaires, soit il sent rien du tout, soit c'est une petite diarrhée passagère. Voilà, c'est presque le jour et la nuit, comme tu dis. Et c'est fascinant de voir cet impact direct du système immunitaire sur la violence des symptômes. Ah oui, Ça montre bien que le système immunitaire, il n'est pas juste là pour regarder, quoi. C'est lui qui décide un peu de l'issue du match entre nous et le parasite. d'accord. Donc savoir où en sont les défenses du patient, c'est crucial pour anticiper comment ça va évoluer. Alors face à ça, zéro symptôme ou diarrhée chronique, comment les médecins peuvent être sûrs? Les infos parlent d'examen des selles pour chercher le parasite, les zoocystes, c'est ça? Précisément. On cherche ces zoocystes. C'est un peu les formes de résistance du parasite, si tu veux. Des sortes d'œufs microscopiques. Et l'examen, oui, on le fait sur un échantillon frais, mais aussi après une étape de concentration. Concentration, ok, pourquoi? Mais ça augmente les chances de les trouver s'ils sont pas très nombreux. Utile, surtout si les symptômes sont légers, tu vois. Logique. Et il y a une astuce pour bien les voir? Une technique spéciale mentionnée? Oui, oui, pour confirmer, on utilise souvent une coloration spéciale. On l'appelle la coloration de Ziehl-Neelsen modifiée. Ziehl-Neelsen. Modifiée, oui. C'est un peu comme un révélateur, quoi. Ça colore les zoocystes d'Isosporabelli en rose ou en rouge vif. Ah, ok. Et comme le fond est souvent bleu ou vert pâle, ils ressortent super bien au microscope. Ça permet de les identifier sans trop de doute. C'est cette image colorée qui dit « Ok, c'est bien ça ». D'accord, je vois. C'est plus clair pour le diagnostic. Bon, et après, qu'est-ce qu'on fait? Le traitement. Les sources parlent d'un traitement de première intention. Oui, alors le traitement de référence, c'est le cotrimoxazole. Beaucoup le connaissent sous le nom de Bactrim. Ah oui, Bactrim. Voilà. Normalement, c'est un traitement de 10 jours. Mais c'est là que ça se complique à nouveau selon l'immunité. Ah, encore cette différence. Comment ça? Exactement. Chez une personne immunocompétente, ça marche très bien en général. Problème réglé. Ok. Mais chez les personnes immunodéprimées, les infos montrent un gros souci, un taux de rechute très élevé. Ah ouais. Oui, même après avoir fait les 10 jours de traitement. C'est un vrai défi parce que ça veut dire que l'infection peut revenir et revenir encore. Mais concrètement, ça veut dire quoi pour eux, ce taux de rechute? Ça doit être terrible au quotidien, non? Ah oui, absolument. Ça veut dire des diarrhées qui reviennent sans cesse, le risque de déshydratation, la perte de poids, la fatigue. L'enfer. Oui, ça pèse lourdement sur la qualité de vie. Et ça peut obliger à prendre un traitement d'entretien ou à refaire des cures régulièrement. C'est pour ça qu'il faut des plans B. Et c'est quoi ces plans B d'après les documents? S'il y a rechute, allergie? Alors, l'alternative mentionnée, c'est la ciprofloxacine. Ciprofloxacine. Oui, c'est une autre famille d'antibiotiques. On peut l'utiliser si le Bactrim ne marche pas, si ça revient trop vite ou si le patient le tolère mal, tout simplement. D'accord. Et c'est vraiment crucial d'avoir cette deuxième ligne, surtout pour gérer ces cas plus difficiles chez les patients immunodéprimés. Ok. Donc, si on récapitule un peu. L'isosporose, une infection, deux visages très différents. Tout dépend de la force du système immunitaire. C'est ça. Le diagnostic, c'est microscope et coloration spéciale des selles. Et le traitement, il y a le Bactrim, mais attention aux rechutes chez les plus fragiles, d'où l'importance de la ciprofloxacine en alternative. C'est une bonne synthèse, oui. Et si on prend un peu de hauteur, l'isosporose, c'est vraiment l'exemple type de cette interaction, cette sorte de danse entre un pathogène et nos défenses immunitaires. Le statut immunitaire, c'est pas juste un détail, quoi. C'est souvent lui qui va dicter si l'infection sera juste un petit rhume ou un truc beaucoup plus sérieux, et si le traitement sera simple ou un parcours du combattant. Et c'est vrai pour plein d'infections parasitaires, en fait. D'ailleurs, ça soulève une question. Pour aller plus loin, peut-être, quelle est la vraie prévalence de ce parasite chez les gens qui n'ont aucun symptôme? Ah oui, bonne question. Surtout ceux qui sont immunocompétents. Et quel rôle est-ce qu'ils jouent, sans le savoir, dans la transmission? Ça, c'est une zone d'ombre assez intéressante, je trouve.
Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans vos sources pour explorer un protozoaire parasite, Sarcocystis pp. On va se baser sur un document qui parle des protozoaires intestinaux opportunistes. Oui, c'est ça. Notre objectif, c'est de décortiquer un peu qui est ce parasite, sa classification, à quoi elle ressemble, comment il se transmet. Son cycle de vie aussi, qui est assez spécial. Exactement. Et puis, où on le trouve sur la planète. Ce qui m'intrigue déjà, c'est son lien avec des viandes courantes, genre bœuf, porc. Mhm. Et surtout, ce besoin de deux hôtes différents. C'est assez fascinant, non? Ah oui, c'est un point clé de sa biologie, tout à fait. Bon, alors commençons par sa fiche d'identité. Classification protozoaire, phylum Apicomplexa. Ça vous parle? Ah oui, Apicomplexa, c'est un groupe important de parasites. Ils ont ce qu'on appelle un complexe apical, une structure qui les aide à entrer dans les cellules hôtes. D'accord. Et Sarcocystis, donc c'est dans la classe des sporozoaires, c'est une coccidie en gros. Une coccidie. Oui, comme d'autres parasites intestinaux bien connus, il y a plusieurs espèces, comme Sarcocystis boviominis pour le bœuf et Suiominis pour le porc. Et oui, elles peuvent nous infecter, nous les humains. D'accord. Et physiquement, il a quelle tête ce parasite? J'imagine qu'il change de look selon où il est. Exactement. Il y a deux formes principales à retenir. D'abord, l'oocyste. C'est ce qu'on retrouve dans les selles de l'hôte final, comme nous. Ok. C'est petit, ovale, parois fines, et dedans il y a deux sporocystes, encore plus petits, et chaque sporocyste contient 4 sporozoïtes. 4 sporozoïdes. Oui, et c'est ça la forme infectante pour l'hôte suivant. Point important. La maturation, ce qu'on appelle la sporulation, elle se fait déjà dans l'intestin de l'hôte final. Ah oui, donc l'oocyste est prêt à infecter dès qu'il sort. Voilà, exactement. C'est une stratégie efficace. Et l'autre forme? L'autre forme, c'est le kyste musculaire. On le trouve chez l'hôte intermédiaire, le bœuf ou le porc. Ah, dans la viande qu'on mange. C'est ça, ce kyste peut être assez gros, quelques millimètres, parfois visible. Dedans, il y a les bradyzoïtes. Bradyzoïdes. Oui, bradyzoïtes. Ils ont une forme un peu en croissant. Et ce sont eux qui nous infectent si on mange la viande crue ou mal cuite. Je vois. C'est une sacrée adaptation, cette alternance de formes. Tout à fait. Adapté à chaque étape du cycle et à chaque hôte. Bon, ça nous amène logiquement à la transmission. Donc, si je récapitule, pour nous, c'est en mangeant du bœuf ou du porc qui contient ces kystes musculaires. C'est exactement ça. La voie est orale, par ingestion. Et la forme qui nous infecte, c'est donc ce kyste avec les bradyzoïdes dedans. Précisément. Une cuisson insuffisante, et hop, le risque est là. D'accord. Et alors, ce fameux cycle de vie. Vous disiez Dixen, ça veut dire 2 hôtes. Oui, Dixen, ça veut dire qu'il a besoin de 2 types d'hôtes pour boucler son cycle. C'est pas rare chez les parasites, ça leur permet d'exploiter différents milieux. Malin. Et concrètement, ça se passe comment entre les deux? Alors, prenons l'exemple d'une vache, l'hôte intermédiaire. Elle mange de l'herbe contaminée par des crottes contenant des sporocystes. Qui viennent d'un hôte définitif, comme nous. Exactement. Donc, dans l'intestin de la vache, les sporozoïtes sortent, traversent la paroi et vont se loger dans les muscles. Là, ils se multiplient, c'est la phase asexuée, la schizogonie, et ça forme les kystes avec les bradyzoïtes. Ok, ça c'est chez la vache. Ensuite, l'hôte définitif, disons un humain, mange cette viande. Dans l'intestin humain, les bradyzoïtes sortent du kyste. Et là, Et là, c'est assez fou. Ils entrent dans les cellules de l'intestin, les entérocytes, et paf, ils se transforment direct en gamètes, les cellules sexuées, directement? sans autre multiplication. Directement. Il y a fécondation, ça forme un oocyste, qui sporule, donc mature, sur place, dans la paroi de l'intestin. Attendez. Il fait sa reproduction sexuée et prépare ses bébés infectieux dans notre paroi intestinale avant même d'être libéré? C'est ça. C'est une stratégie vraiment optimisée pour la transmission. L'oocyste est prêt à infecter dès sa sortie dans les selles. C'est carrément efficace comme système. Très efficace, oui. Et question géographie, on le trouve où, ce Sarcocystis? D'après les sources, la répartition est cosmopolite. Cosmopolite, donc partout dans le monde, potentiellement? Oui, partout il y a élevage de bovins et de porcs et consommation de leur viande. Mais alors, si c'est partout et lié à des viandes qu'on mange souvent, pourquoi on dit que l'infection humaine est rare? Ça paraît contradictoire. C'est une excellente remarque. C'est là que les choses se compliquent un peu. L'exposition existe, oui, mais l'infection clinique, avec des symptômes, elle, est considérée comme peu fréquente. Intéressant. Il doit y avoir des facteurs qui limitent. Probablement.
Plusieurs facteurs peuvent jouer. Ok, alors si on résume ce qu'on a vu. Sarcocystis, c'est un protozoaire, groupe Apicomplexa, deux formes principales, oocyste et kyste musculaire. C'est ça. Transmission par viande crue ou mal cuite, bœuf ou porc. Cycle de vie complexe, dizaines, avec un herbivore et un carnivore omnivore. Oui, comme l'humain. Et répartition mondiale, mais infection humaine plutôt rare finalement. Voilà, c'est une bonne synthèse. Du coup, ça laisse une question en suspens, non? Tout à fait. Et c'est une bonne piste de réflexion pour conclure. Si on est potentiellement souvent exposé par ce qu'on mange, mais qu'on tombe rarement malade, qu'est-ce qui nous protège le plus? Est-ce que c'est juste la cuisson, nos habitudes culinaires? Ou est-ce que c'est notre système immunitaire qui gère bien ce parasite en particulier? Ou peut-être qu'il y a des barrières subtiles entre les souches qui infectent les animaux et celles qui pourraient vraiment nous affecter. Savoir quels sont ces facteurs limitants. Oui, comprendre ça, c'est une question importante qui prolonge bien notre exploration de ces sources. Ça ouvre d'autres portes. Bon, alors, aujourd'hui, on se penche sur la sarcocystose humaine. On a quelques extraits médicaux sous la main. L'idée, c'est de décortiquer un peu ça rapidement pour voir ce que ça dit sur les symptômes, le diagnostic et le traitement. Ce qui est assez frappant d'emblée dans ces papiers, c'est que la présentation clinique, elle a l'air très différente. Ça dépend vraiment de l'état immunitaire de la personne infectée. Alors, creusons un peu ça. D'un côté, on a les personnes immunodéprimées. Là, les documents décrivent une réaction assez forte et rapide. On parle d'un syndrome toxi-infectieux, en gros, une grosse inflammation, quoi. Apparemment, c'est lié à une toxine du parasite, la sarcocystine, c'est ça? Et ce n'est pas tout. Environ 2 semaines après, bim, diarrhée sévère, vomissement. Ça a l'air assez costaud comme tableau. Oui, c'est vrai que cette distinction elle est assez nette. Parce que de l'autre côté, on a les personnes immunocompétentes, celles dont le système immunitaire fonctionne bien, on va dire. Et là, ce qui ressort surtout, c'est que l'infection, le plus souvent, on la remarque même pas. Asymptomatique, en général. Donc l'impact du parasite, il semble vraiment massivement lié à la capacité du corps à gérer l'infection. Peut-être à neutraliser cette fameuse toxine, la sarcocystine. L'immunité, c'est clairement central dans l'histoire. D'accord. Mais alors, si c'est souvent silencieux chez les gens en bonne santé, comment on fait pour la repérer? Comment on pose le diagnostic d'après ces notes? Alors, les textes parlent de diagnostic biologique direct. Ça veut dire qu'on cherche le parasite lui-même ou des parties du parasite. Et ils décrivent 2 techniques principales. La première, c'est assez classique en parasito, c'est l'examen des selles sur un échantillon frais. Là, on cherche soit l'oocyste, on va dire la coquille mère, soit les sporocystes, qui sont libérés par l'oocyste et qui contiennent, eux, les sporozoïtes. Les sporozoïtes, c'est la forme qui va vraiment infecter les cellules. On peut les trouver seuls ou par paires dans les selles. Ah oui, d'accord. Une sorte de poupée russe parasitaire, en fait. Oocyste, sporocyste, sporozoïte. Et la deuxième méthode, elle a l'air un peu plus pointue, non? Oui, c'est ça. Elle repose sur la microscopie à fluorescence. Et un détail intéressant qui est souligné, c'est que le sporocyste, il a une propriété d'autofluorescence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il émet de la lumière bleue tout seul quand on l'éclaire d'une certaine façon sous le microscope. Pas besoin de le colorer, il brille. Et cette signature bleue s'est présentée comme un avantage évidemment pour le repérer plus facilement parmi tout le reste. Ah oui, pratique ça, le coup du bleu fluo. J'imagine que ça doit simplifier un peu le boulot au labo. Bon, admettons. Le parasite est identifié, que ce soit par les selles ou par la fluorescence. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le traitement dans ces extraits? Alors, là, sur le traitement, les infos sont, elles sont très brèves en fait. Un seul médicament est cité comme traitement spécifique, c'est le cotrimoxazole. C'est un nom un peu technique, mais on le connaît peut-être mieux sous son nom commercial Bactrim. C'est un antibiotique, mais qui agit aussi sur certains parasites. C'est la seule piste de traitement qui est mentionnée ici. Parfait. Bon, alors si on essaie de résumer les points clés qu'on a tirés de cette petite exploration des documents, la sarcocystose humaine, ça varie énormément, de rien du tout, asymptomatique, à une maladie sérieuse avec toxines, problèmes digestifs, et ça dépend surtout de l'immunité de la personne. C'est ça le facteur clé. Pour la détecter, on regarde dans les selles, les différentes formes du parasite, ou alors on utilise la microscopie à fluorescence, et là on cherche le truc qui brille en bleu. Et enfin, le traitement mentionné, c'est le cotrimoxazole, ou Bactrim.
Exactement, c'est bien résumé. Et d'ailleurs, cette lecture, ça amène une réflexion qui va un peu au-delà de ces infos précises. Si l'infection est si souvent sans symptômes chez les personnes immunocompétentes, on peut se demander quelle est la fréquence réelle de cette parasitose dans la population générale, hein. On peut imaginer qu'elle est en fait bien plus fréquente que ce que les cas diagnostiqués nous laissent penser, ceux qui arrivent jusqu'au médecin, quoi. Ça pose la question de la partie immergée de l'iceberg, de la présence silencieuse de ce parasite autour de nous. C'est une piste de réflexion intéressante sur l'ampleur réelle du phénomène, qui n'est pas directement dans les textes là. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde microscopique de nos intestins. On va parler d'un organisme fascinant et très très répandu, Blastocystis spp. Ah oui, Blastocystis, un protozoaire qui vit chez nous, les humains, mais aussi chez pas mal de mammifères, d'oiseaux. On le trouve souvent, c'est vrai, mais son rôle exact, est-ce qu'il est pathogène ou pas? Ça fait débat. Exactement. Et pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur des extraits d'un document scientifique. Il décrit sa morphologie, comment il se transmet, son cycle de vie. Alors, notre mission aujourd'hui, c'est quoi? L'idée, c'est de décortiquer un peu les infos essentielles. C'est quoi Blastocystis au juste? Comment on le reconnaît? Parce qu'apparemment, il change de tête. Comment il circule? Son parcours dans notre corps? Comprendre sa biologie de base, c'est vraiment la première étape pour aborder la question de son impact, quoi. D'accord. Alors, par où on commence? Peut-être le situer un peu... Oui, bonne idée. D'abord, c'est un eucaryote, donc une cellule avec un noyau, comme les nôtres, peu une bactérie. Il fait partie de l'embranchement des chromista, et plus précisément des straménopiles. Ça me dit quelque chose. C'est pas surtout des algues, ça? Si, justement. C'est ça qui est assez étonnant. Ce groupe contient beaucoup d'algues, des organismes aquatiques. Ça pose déjà question sur comment il s'est adapté à notre intestin, un milieu assez différent. Intéressant. Et autre point super important, les sources indiquent qu'on ne parle plus vraiment d'une espèce Blastocystis, mais de sous-types. Au moins 17. 17. Waouh. Oui, numérotés ST1 à ST17. Et ça change beaucoup de choses pour comprendre son rôle. J'imagine. Pas étonnant que ce soit flou si ce n'est pas une seule entité. Et vous disiez qu'il change d'apparence aussi. Absolument. C'est un organisme polymorphe. Il a au moins 4 formes principales, bien distinctes. 4? Racontez-nous. Alors, la plus fréquente, celle qu'on voit le plus dans les selles fraîches, c'est la forme vacuolaire. Elle est ronde ou ovale, assez grosse, entre 10 et 60 micromètres. Sa caractéristique, c'est une énorme vacuole, une sorte de poche au centre. Les noyaux sont repoussés sur le côté. D'accord, la forme classique en quelque sorte. Et les autres? Ensuite, il y a la forme granuleuse, plus petite. Elle contient plein de petits grains, des granules, souvent lipidiques. Peut-être une forme de réserve ou liée au stress. Puis la forme amoeboïde. Comme son nom l'indique, elle ressemble un peu à une amibe, elle peut bouger, elle a des pseudopodes. On la voit parfois dans les selles diarrhéiques, mais elle est rare en culture. Son rôle n'est pas très clair. Et la dernière forme, vous avez dit 4. Oui, et c'est sans doute la plus importante pour la dissémination, la forme kystique. Ah, le fameux kyste. J'ai lu qu'il était tout petit, c'est ça? Exactement, très petit, 2 à 5 micromètres seulement. Il a une paroi épaisse, pas de grande vacuole, c'est la forme de résistance. C'est lui qui permet aux parasites de survivre à l'extérieur et d'infecter d'autres personnes? Tout à fait, c'est la forme de transmission par excellence. Ce polymorphisme, cette capacité à changer de forme, c'est une adaptation clé pour sa survie. Et quand vous dites infecter d'autres personnes, c'est uniquement les humains, les hôtes? Non, pas du tout. L'humain est un réservoir important, oui, mais les sources sont claires. Les oiseaux, les reptiles, plein d'autres mammifères peuvent aussi l'héberger. Du coup, on parle d'anthropozoonose. C'est une infection qui peut circuler entre les animaux et nous, et vice-versa. D'accord, ça explique pourquoi on le retrouve un peu partout sur la planète alors. Oui, très probablement. Mais concrètement, comment il passe d'un individu à l'autre? C'est quoi le mode de transmission principal? Alors, la voie royale, si on peut dire, c'est la voie fécale-orale. Les kystes, qui sont très résistants, sont éliminés dans les selles. Ils peuvent contaminer l'eau de boisson ou des aliments crus. Et si quelqu'un ingère cette eau ou ces aliments contaminés, hop, il avale les kystes. C'est une transmission hydrique typique en fait, hein? Oui, c'est ça. Très classique pour beaucoup de parasites intestinaux. Simple mais efficace, j'imagine. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens? Oui, et c'est important de le noter. Les sources mentionnent aussi la possibilité d'auto-infestation. C'est-à-dire? On se réinfecte soi-même, Exactement. par exemple par manque d'hygiène des mains. Et il y a aussi la transmission directe entre humains. On parle de transmission anthroponautique. Ou directement de l'animal à l'humain.
la transmission zoonotique. C'est cette combinaison de voies qui explique sans doute sa prévalence mondiale. D'accord, je vois. C'est un organisme qui a plusieurs cordes à son arc pour se propager. C'est ça. Et une fois qu'on a avalé ces kystes, qu'est-ce qui se passe dans notre intestin? C'est quoi son cycle de vie? Alors le cycle est assez direct finalement. Une fois ingéré, le kyste arrive dans le gros intestin, le côlon. Là, il se réveille, il se transforme en forme vacuolaire, la forme active, dont on parlait. Celle avec la grande poche. Voilà. Cette forme vacuolaire va se nourrir et surtout se multiplier. La multiplication se fait principalement par division binaire. Division binaire, ouais. Comme les bactéries. Une cellule se coupe en deux. C'est le même principe, ouais. Une cellule mère donne 2 cellules filles identiques. C'est un mode de reproduction asexué très efficace. Et ensuite, Elle reste sous forme vacuolaire. elle peut, mais selon les conditions dans l'intestin, elle peut aussi se transformer en forme granuleuse ou amyboïde. On ne sait pas toujours exactement pourquoi. Et puis, pour que le cycle continue et que le parasite puisse infecter d'autres hôtes, certaines formes vacuolaires vont faire le chemin inverse. Elles se retransforment en kystes. Les petits kystes résistants. Exactement. Ces kystes sont alors libérés dans l'environnement avec les selles et ils sont prêts à être ingérés par un nouvel hôte. Et la boucle est bouclée. D'accord. Donc, si on essaye de résumer tout ça, Blastocystis, c'est un protozoaire intestinal hyper commun. Il est polymorphe, un vrai champion du déguisement, avec au moins 4 formes différentes. Il peut infecter les humains et beaucoup d'animaux. C'est une bonne synthèse, oui. Et sa survie, sa transmission repose essentiellement sur cette forme kystique très résistante qui voyage souvent via l'eau ou les aliments contaminés. C'est tout à fait ça. Et cette grande fréquence, cette présence quasi universelle, ajoutée à son statut un peu flou, simple commensal, pathogène opportuniste, ça souligne vraiment à quel point notre microbiote intestinal est complexe. Oui, on est loin d'avoir tout compris sur cet écosystème. Clairement. Et l'existence de ces différentes formes, mais surtout des 17 sous-types génétiques, ça complique énormément l'étude de son rôle réel. Certaines recherches suggèrent par exemple que tous les sous-types n'ont pas le même potentiel pour causer des symptômes. ST1, ST3 seraient peut-être plus problématiques que d'autres, mais c'est encore en discussion. Ce qui expliquerait pourquoi les études donnent parfois des résultats contradictoires sur sa pathogénicité. Précisément. Selon les sous-types présents, l'impact pourrait être différent. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fondamentale, non? Étant donné qu'il est si présent, si diversifié, quelle est la véritable place de Blastocystis dans l'équilibre, ou peut-être le déséquilibre de notre écosystème intestinal? Est-ce juste un passager silencieux la plupart du temps? Un acteur qui peut devenir problématique dans certaines conditions? Ou selon le sous-type? Une question ouverte, en effet. Oui, une vraie énigme, et qui montre qu'il y a encore beaucoup à explorer au-delà de ses bases biologiques. Quelle interaction il a avec les bactéries, les autres habitants de l'intestin, notre système immunitaire? C'est tout un monde. Bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet de microbiologie un peu particulier. Oui, on va parler des protozoaires intestinaux qu'on appelle opportunistes. Et on va zoomer un peu sur Blastocystis sp. C'est ça. Des organismes unicellulaires, donc, qui posent problème surtout chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Exactement. Et pour en parler, on s'appuie sur une étude qui traite justement de la clinique, du diagnostic et de la prophylaxie, c'est-à-dire la prévention de ces infections. L'objectif, c'est de comprendre leur impact, comment on les détecte et, bien sûr, le plus important, comment on peut les éviter. C'est ça. Alors, on commence par quoi? Les signes cliniques? Oui, allons-y. Ce qui frappe d'abord, c'est à quel point les manifestations varient. C'est pas du tout la même chose selon l'état immunitaire. Tout à fait. Chez une personne immunodéprimée, blastocyste peut provoquer une diarrhée aqueuse qui peut être sévère et durer longtemps. Alors que chez quelqu'un en bonne santé, immunocompétent donc, Là, c'est souvent plus léger. Une diarrhée modérée, des maux de ventre, des nausées. Parfois même, l'étude mentionne des réactions type urticaire ou des démangeaisons, voire un tableau qui ressemble au syndrome du côlon irritable. c'est là qu'on voit bien le côté opportuniste. Précisément. Le même microbe, mais des effets très différents. C'est vraiment la faiblesse immunitaire de l'hôte qui change la donne. Ça transforme une gêne possible en vrai problème de santé, en fait. C'est tout à fait ça. Et pour savoir si c'est bien blastocystis, comment on fait? Le diagnostic. Alors, l'étude mentionne l'examen parasitologique des selles, l'EPS. C'est assez classique.
On cherche au microscope des formes spécifiques du parasite, les formes dites vacuolaires. D'accord, c'est une identification visuelle, en gros. Oui, c'est ça. Une fois qu'on l'a identifié. Le traitement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, ça dépend encore de l'immunité. Pour les immunocompétents, on parle de métronidazole, le flagyloque souvent, pendant 5 à 10 jours. Et pour les immunodéprimés? Là, c'est plutôt le cotrimoxazole, comme le Bactrim, qui est cité comme traitement de référence, en général pour 10 jours. Mais il y a une petite nuance, non? Sur l'efficacité? Oui, l'étude souligne, en tout cas pour les cryptosporidies qui sont souvent étudiés avec, qu'aucun médicament actuel ne garantit vraiment l'éradication complète. C'est une difficulté. Ce qui nous ramène à la prévention, forcément. Si on ne peut pas toujours éliminer, il faut éviter d'attraper. L'étude parle de maladie du péril fécal. C'est parlant, hein? Très parlant, oui. Ça situe bien le problème. La transmission se fait par voie fécale orale, donc l'hygiène, c'est la base de tout. L'éducation sanitaire est donc clé, comme le dit l'étude. Absolument. C'est la mesure la plus fondamentale. Concrètement, ça veut dire quoi? Se laver les mains, évidemment. Oui, ça, c'est la base individuelle. Mais il y a aussi des mesures collectives, structurelles, qui sont mentionnées. Ah oui, lesquelles, par exemple? L'aménagement de latrines hygiéniques pour éviter la dissémination, la réglementation de l'usage des engrais humains ou animaux qui peuvent être contaminés, Et l'eau, j'imagine. et surtout, oui, le traitement systématique et efficace des eaux usées pour protéger l'eau qu'on boit. C'est essentiel. D'accord. Et si on voyage dans des zones où ces parasites sont plus présents, des conseils spécifiques? Oui, les précautions habituelles, mais toujours bonnes à rappeler. Boire de l'eau en bouteille bien fermée ou de l'eau qu'on a fait bouillir. Éviter les crudités, les fruits non pelés. Exactement. Ne manger que les fruits qu'on a pelés soi-même, bien cuire les légumes, et pour une autre parasitose, la sarcocystose, bien cuire les viandes de bœuf et de porc. Des gestes simples, au fond, mais cruciaux. Voilà. Si on résume, on a affaire à des parasites unicellulaires qui se développent dans nos intestins et qui causent surtout des diarrhées. Mais avec une gravité, une chronicité potentielle chez l'immunodéprimé qui peut aller loin, jusqu'à des troubles hydroélectrolytiques sévères. Oui, et ça peut même, dans les cas extrêmes, endanger le pronostic vital. D'où l'insistance, encore une fois, sur l'éducation sanitaire, sur la prévention. Donc le message à retenir, c'est vraiment que l'hygiène personnelle et collective et la vigilance sur l'eau et les aliments, c'est notre meilleure arme. Tout à fait, et ça ouvre peut-être une dernière piste de réflexion. Ah oui, Puisque le lien avec l'inénodépression est si fort, on peut se demander comment des facteurs plus larges, des facteurs sociétaux, l'accès à une bonne nutrition, l'accès aux soins de santé, comment tout cela pourrait influencer indirectement la présence et la gravité de ces infections dites opportunistes. Au-delà de l'hygiène individuelle seule, c'est une question intéressante en effet. Voilà, ça dépasse le cadre purement microbien en quelque sorte.